Il y a 100 000 ans, l'homme était nomade. Avec des mains agiles, des outils primitifs, il sait communiquer et il maîtrise le feu. Il va pouvoir quitter son berceau africain et s'engager sur de nouvelles routes. La dérive des continents allie l'Afrique à l'Europe et l'Asie pour créer un supercontinent, l'Afro-Eurasie. Il occupe 85 millions de kilomètres carrés, plus de 2 fois la surface de la Lune. Pour les premiers hommes, cela signifie que plus de la moitié des terres émergées sont accessibles à pied. La dispersion des êtres humains a changé la donne. Nous sommes l'un des rares primates à coloniser simultanément plus d'un continent. Nous sommes mieux protégés contre les catastrophes qui ont entraîné la disparition de grands mammifères. C'est une assurance contre l'extinction. Mais la nature nous met à l'épreuve. C'est le début de l'ère glaciaire. Il y a 50 000 ans, les glaciers sont descendus du pôle Nord. Au même moment, les hommes continuaient leur expansion. Ils atteignaient la Chine et l'Australie. Il y a 30 000 ans, Homo sapiens s'est installé en Europe. Et il y a 20 000 ans, au plus fort de l'ère glaciaire, il a atteint les froides toundras du nord-est de la Sibérie. L'homme réussit à surmonter les rigueurs du froid extrême. Il développe les compétences qui font de lui une créature véritablement à part. Ces symboles sont le témoignage d'une nouvelle évolution, d'une pensée qui va au-delà du strict instant présent. Elle dépasse nos simples besoins corporels. On peut dire avec certitude qu'on a affaire à une créature semblable à nous, avec l'émergence évidente d'une pensée symbolique. On a devant les yeux la représentation d'une vache. Et tout le monde reconnaît là l'image d'une vache. Avec l'apparition de symboles, on sait qu'on est bien en présence d'êtres humains, de créatures qui pensent comme nous et voient le monde comme nous. À partir de ce moment-là, l'histoire humaine a pris un chemin radicalement différent des autres espèces. Une énorme quantité d'eau est prisonnière des glaces. Le niveau des mers baisse. La dernière barrière qui empêchait les êtres humains de conquérir toute la Terre disparaît. Ils passent de la Sibérie à l'Amérique du Nord. L'homme va désormais occuper le devant de la scène. Mais il est bon de rappeler que nous n'occupons qu'une partie infime de l'histoire de l'univers. Pour simplifier les choses, nous allons comprimer les 14 milliards d'années écoulées en 14 ans. Dans cette hypothèse, la Terre n'existerait que depuis 5 ans, ce qui correspond à peu près à un tiers de l'histoire de l'univers. Les grandes créatures complexes se seraient développées il y a 7 mois. Les dinosaures se seraient éteints il y a environ 3 semaines. La totalité de l'histoire de l'humanité représenterait les 3 dernières minutes. Les sociétés modernes, la révolution industrielle, auraient commencé il y a 6 secondes. En fait, les humains ne sont là que depuis un bref instant, à l'échelle de l'univers. Il a fallu de nombreuses étapes pour arriver à cet instant. Les ponts de glace de l'ère glaciaire ont permis à l'homme de s'installer partout. Mais à présent, la glace fond et le niveau des mers remonte. Les hommes se trouvent isolés sur 2 hémisphères. Chaque groupe est livré à lui-même
condamné à exploiter au mieux ses ressources. En reculant, les glaciers sculptent des lacs, des rivières et des baies. La carte du monde prend le visage que nous lui connaissons. En Afrique, les fortes précipitations font déborder les lacs Victoria et Albert et donnent naissance au Nil. En Eurasie, d'autres rivières se forment. Le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, l'actuel Irak. L'Indus dans le Pakistan d'aujourd'hui. Et le fleuve Jaune et le Yangtze en Chine. Ces fleuves vont devenir très importants après la fonte des glaces. C'est sur les rives fertiles de ces fleuves que vont naître les premières civilisations. À la fin de l'ère glaciaire, la Terre se réchauffe. Les plantes et les animaux abondent. L'homme peut cesser de se déplacer pour subsister. Il devient sédentaire. La population augmente. Comment faire pour nourrir toutes ces bouches? L'homme doit trouver le moyen d'augmenter la quantité de nourriture qu'il peut tirer de son environnement. Une nouvelle découverte va changer à jamais les paysages et le destin de l'humanité. Nous allons apprendre à planter des graines. Les plantes que nous récoltons sont issues de celles qui, plusieurs millions d'années plus tôt, ont permis notre évolution. Les graminées sont les héroïnes méconnues de l'histoire de l'humanité. Une graine d'herbe, c'est minuscule, on ne peut pas s'en nourrir. Entre chasser un bison et faucher de l'herbe, il vaut mieux chasser un bison. Et pourtant, les graminées vont devenir la plus importante source de nourriture. Mais les chasseurs-cueilleurs vont attendre des milliers d'années avant de les cultiver. Ils ne les utiliseront que quand ils en auront vraiment besoin. Les espèces les plus connues sont la canne à sucre, le blé, le seigle, l'orge. Toutes les céréales sont des graminées. Cette famille ne se résume pas à la belle pelouse qu'on entretient le week-end. C'est aussi la nourriture de base dont toute civilisation dépend. La majorité de notre apport en calories. Une fois encore, tout nous ramène au Big Bang. S'approprier l'énergie qui en est issue, voici l'éternel défi de la vie. L'oxygène a changé la donne. Le feu nous a permis de consommer davantage de calories et le passage à l'agriculture permet à l'homme d'augmenter sa productivité. Alors qu'un chasseur-cueilleur avait besoin d'environ 25 km² de terre pour se procurer de quoi se nourrir, cultiver une terre va se révéler beaucoup plus rentable. La fin de l'ère glaciaire permet à l'homme d'exploiter l'énergie du soleil beaucoup plus efficacement. Il n'a plus besoin que d'1/4 de km² pour répondre à ses besoins. Et la région la plus privilégiée de toutes, c'est le croissant fertile, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on a une convergence d'espèces, à la fois végétales et animales, susceptibles de domestication. Pour ce qui est des animaux, on trouve des bovins, des cochons, des moutons et des chèvres. Côté végétaux, il y a 2 variétés de blé, de l'orge, des lentilles, des figues, le tout concentré dans un tout petit périmètre. En revanche, l'Afrique subsaharienne et les Amériques disposent de très peu d'espèces sauvages domesticables. C'est une différence cruciale. Les peuples qui ont la chance de se trouver au bon endroit vont devenir puissants et prendre une immense avance sur les autres. Le cheval donne un avantage décisif, du moins à ceux qui parviennent à le dresser.
Les chevaux sont apparus en Amérique. Mais vers 10 000 avant notre ère, ils disparaissent du continent en même temps que d'autres grands mammifères. Il y avait au moins 3 espèces de chevaux en Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Leur taille allait du poney au percheron. Ils y ont vécu 40 millions d'années, puis ont disparu. Ils disparaissent avant que les premiers Nord-Américains aient l'occasion de les dresser. Heureusement, avant leur disparition, des troupeaux avaient franchi le détroit de Bering et conquis les vastes steppes d'Asie centrale. Cet heureux hasard aura un formidable impact. Vers moins 4000, les peuples nomades d'Asie centrale apprennent à le domestiquer. On l'exploitera bientôt dans toute l'Eurasie. C'est un allié puissant, au champ comme à la guerre. La boucle sera bouclée lorsque 5000 ans plus tard, Christophe Colomb apportera des chevaux lors de son 2e séjour aux Amériques. Ces chevaux seront les premiers à poser le sabot sur ce continent depuis la disparition de leur espèce 10 000 ans plus tôt. Le passage à l'agriculture et la domestication des animaux annoncent une nouvelle grande mutation. Dans l'espace, la gravité contracte les nuages de poussière interstellaire pour former de nouvelles étoiles. Sur Terre, en Mésopotamie, des nouveaux pôles d'attraction se mettent aussi en place. À Sumer, dans le croissant fertile, les hommes s'établissent durablement. Ils peuvent aisément subvenir à leurs besoins. De nouveaux centres de pouvoir et d'innovation font ainsi leur apparition. Vers 3000 avant notre ère, les premières villes apparaissent. La cité sumérienne d'Uruk concentre 50 000 habitants sur moins de 2,5 km². Grâce à la culture et à l'élevage, ce territoire qui aurait à peine pu nourrir un chasseur-cueilleur peut maintenant faire vivre des milliers de gens. Mais un tel changement n'est pas sans conséquence et entraîne une nouvelle dépendance. Une fois qu'on passe à l'ère de l'agriculture, on dépend à 80 ou 90% des calories tirées d'une ou deux espèces. Au Moyen-Orient, il s'agit de l'épeautre et de l'orge. Ces deux céréales se récoltent à la même saison. On a donc toute la nourriture de l'année en une seule fois. C'est comme si on touchait son salaire une fois par an. Il faut le mettre en lieu sûr et planifier son usage. Si la récolte est mauvaise, on se retrouve avec une famine sur les bras et on ne pourra pas y remédier avant 12 mois. La gestion de ces récoltes conditionne l'organisation des premières cités. Pour les comtés, l'homme crée les premiers systèmes d'écriture. Pour les protéger, il va former les premières armées. Et pour les administrer, il invente la politique. Quand des centaines ou des milliers de gens vivent ensemble, il est très difficile de demander l'avis de chacun. D'où le besoin d'un gouvernement, d'une hiérarchie politique et sociale. L'homme se rassemble près des fleuves, comme le Tigre et l'Euphrate, le Nil, l'Indus, le fleuve Jaune et le Yangtze. Les civilisations sont sur le point de naître. Mais d'abord, elles doivent maîtriser le commerce. Plus elles échangent de biens et de connaissances avec leurs voisins, plus elles se développent. Le commerce et la communication à longue distance semblent être la condition nécessaire du développement des civilisations urbaines.
Étonnamment, ces premières civilisations vont se développer grâce à un animal plutôt déconsidéré aujourd'hui. L'âne. Les caravanes d'ânes sont à la fois les autoroutes et l'Internet de l'époque. Les itinéraires qu'elles empruntent jettent les fondations du monde moderne. Elles ne se contentent pas de véhiculer des biens comme le bois ou le bronze, mais aussi des idées et des récits. Les civilisations qu'elles relient sont les premières mentionnées dans la Bible. Elles convergent vers le golfe Persique, où des navires les emmènent vers l'Inde. Les échanges culturels et matériels entre ces civilisations sont le début de la mondialisation. Ce commerce est la clé pour comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui. Comme les premières civilisations, nous échangeons des biens et créons des réseaux. Et des carrefours se trouvent au cœur de ces réseaux. Quand on occupe le centre de ces opérations, on est naturellement avantagé. La quantité d'idées et de marchandises qui transitent par une région conditionne sa puissance et son importance. Vers 2000 avant Jésus-Christ, les cabanes laissent peu à peu la place à d'immenses constructions. En Afrique, les grandes pyramides s'élèvent sur les rives du Nil. En Grande-Bretagne, Stonehenge sort de terre. Et à Sumer, les ziggourats, ces édifices en terrasse surplombés d'un temple, s'élèvent vers le ciel. Pour sceller les blocs de ces gigantesques structures, les bâtisseurs sumériens utilisent une substance qui jaillit du sol près des rives de l'Euphrate. On appelle cela du bitume. Aujourd'hui, on l'utilise pour asphalter les routes. C'est le premier produit pétrolier exploité par l'homme. Si le bitume est très prisé, le liquide visqueux qui l'accompagne ennuie les Mésopotamiens. Il est trop inflammable. Les anciens l'appellent naphte. C'est le pétrole. Ces vastes champs d'or noir feront du berceau de la civilisation une terre de richesse et de guerre. Mais les Sumériens nous ont légué bien d'autres inventions, parfois surprenantes. Leur système numérique n'était pas basé sur le chiffre 10, mais sur le 12. C'est la raison pour laquelle les jours sont divisés en 12 parties, les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Il est aussi probable que les Sumériens aient inventé la roue, une invention qui a changé le destin de l'humanité et qui a ensuite permis l'apparition du char. L'invention sumérienne de la roue, alliée à la domestication du cheval par les peuples nomades, va donner cette formidable machine de guerre. Vers moins 1200, un vaste conflit éclate. Il coupe les routes du cuivre et de l'étain nécessaires pour fabriquer les armes en bronze. Heureusement, les étoiles ont conçu une alternative. Le fer. Les forgerons font une découverte cruciale. À très haute température, ils peuvent modeler ce vénérable métal. Plus facile à aiguiser et 700 fois plus commun que le cuivre, il va bouleverser le monde. On entre cette fois dans l'âge du fer. Au premier millénaire avant notre ère, l'histoire s'accélère. Après le Big Bang, la formation de la Terre, l'apparition des premières créatures et la naissance de l'homme, l'ère glaciaire a créé des ponts qui ont permis à l'homme de coloniser tous les continents. Mille ans avant notre ère, l'homme est disséminé aux quatre coins du globe. Les routes commerciales qui relient l'Eurasie et l'Afrique du Nord n'ont pas encore pénétré les déserts, ni franchi les océans.
Les peuples d'Afrique subsaharienne et des Amériques sont isolés. Ils disposent de peu de plantes et d'animaux domestiqués. Et ils restent prisonniers d'un mode de vie plus primitif. « 600 ans avant notre ère, la cavalerie fait son apparition. Pour la première fois, les hommes se battent à cheval. Une fois dressés, ces quadrupèdes donnent un énorme avantage à leurs cavaliers. L'alliance du cheval et des armes en fer rend le guerrier redoutable. Cette avancée technologique modifie le déroulement des batailles, mais elle permet aussi la constitution d'empires. La succession de ces empires sont les nouveaux chapitres de notre histoire. Ils modifient les rapports de force et unifient d'immenses portions de territoire sous un même contrôle. Et avec eux, de nouvelles religions apparaissent. C'est la naissance du judaïsme, ainsi que du bouddhisme et de l'hindouisme. Malgré l'extension des empires, certaines puissances sont isolées. Au-delà de l'Himalaya, la Chine reste coupée du monde. Mais plus pour longtemps. Vers -100, un empereur chinois envoie un messager en Occident pour y nouer des alliances. L'itinéraire qu'il emprunte deviendra la route de la soie. Un immense réseau commercial qui relie la Chine, l'Asie centrale et l'Empire romain. Les commerçants chinois et les Romains ne se sont jamais rencontrés, du moins avant l'établissement de la route de la soie. Mais ce commerce va exploser. Entre -100 et 200 après Jésus-Christ, il y aura 3 siècles d'échanges commerciaux et culturels d'une intensité inédite. Mais les routes charrient aussi des menaces invisibles. Les maladies. Des épidémies dévastatrices ont peut-être contribué à la chute de l'Empire romain et de la dynastie Han en Chine. De nouvelles idées religieuses se répandent comme une traînée de poudre. En 312, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme. Trois siècles plus tard, c'est la naissance de l'islam. À l'apogée de sa puissance, cette religion aura unifié un territoire 2,5 fois plus grand que l'Empire romain. Grâce à cette hégémonie, le commerce arabe va connaître un développement sans précédent. Les Arabes sont au carrefour de l'Asie et de l'Afrique. Des marins arabes reviennent de Chine. Des commerçants arabes atteignent les côtes atlantiques. Ils sont au carrefour de toutes les routes. Le secret du commerce arabe? Le dromadaire. Comme le cheval, les ancêtres de cet animal ont fui l'Amérique du Nord en passant par le détroit de Bering. En une journée, une caravane de 6 dromadaires peut transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises sur 100 km. Les ânes en transportent 2 fois moins en 2 fois plus de temps. Les caravanes de dromadaires ouvrent des routes commerciales dans l'immense désert du Sahara. Le commerce arabe s'étend. Il apporte le sel du Sahara à Rome,
Le riz de l'Asie de l'Est en Inde. Le secret chinois de la fabrication du papier en Europe. Et permet de diffuser bien d'autres inventions. Les Arabes ont apporté une foule d'aliments en Europe. Les orangers et les citronniers sont originaires du sud de la Chine. Et c'est à la grande époque arabe qu'ils vont atteindre l'Occident. En Afrique du Nord, un fils de marchand italien du nom de Leonardo Fibonacci côtoie les commerçants arabes. Il s'initie à une méthode de calcul simple mais ingénieuse. Ce système né en Inde est utilisé dans l'ensemble du monde arabe. Les écrits de Fibonacci vont diffuser ce nouveau savoir. L'unification du système de calcul va faciliter les échanges et le commerce. Et aujourd'hui encore, nous utilisons presque tous les chiffres arabes. Les marchands arabes vont faire connaître une autre invention capitale. Elle est née en Chine, autour de l'an 800. En cherchant à créer un élixir pour prolonger la vie, un alchimiste chinois découvre comment donner instantanément la mort. Il mélange du carbone et du soufre avec du salpêtre, un composé à base de potassium, d'azote et d'oxygène. Ces éléments nés au cœur des étoiles vont maintenant se recombiner pour donner la poudre. La recette de la poudre emprunte la route de la soie pour gagner le monde arabe. Les soldats musulmans s'en servent pour combattre les chrétiens avec des canons. Plus tard, les Européens vont à leur tour s'emparer de l'invention et perfectionner les armes à feu. Nous sommes en 1492. Le monde compte environ 400 millions d'habitants, mais il reste divisé en deux. En Amérique, les civilisations aztèques, mayas et incas se développent. De l'autre côté de l'Atlantique, après la chute de l'Empire romain, l'Europe a éclaté en une multitude d'États indépendants. L'Italien Christophe Colomb peut ainsi soumettre son projet à différents monarques. Il parvient finalement à convaincre les souverains d'Espagne de financer son expédition. La réussite du périple du navigateur doit beaucoup aux inventions qui l'ont précédé. Les voiles triangulaires qui exploitent si efficacement la force du vent sont d'inspiration arabe. La boussole qui le guide sur l'océan est une invention chinoise. Et le champ magnétique qui oriente l'aiguille s'est formé avec le noyau de notre planète. Christophe Colomb cherche un nouvel itinéraire pour atteindre l'Inde. Il ne le trouvera jamais, mais il va réussir à reconnecter les deux moitiés du monde. Sa découverte est un nouveau tournant dans l'histoire. Avant Christophe Colomb, ces deux grandes zones de peuplement étaient isolées l'une de l'autre. En traversant l'Atlantique, le navigateur ouvre au reste du monde ces deux immenses continents, les Amériques du Nord et du Sud, avec leurs millions d'habitants et leurs ressources. Les Européens et les Asiatiques découvrent une partie du monde qui leur était complètement inconnue. Avant le voyage de Colomb, c'était comme s'ils vivaient sur deux planètes différentes. Les routes commerciales nées avec les premières civilisations d'Asie, d'Afrique et d'Europe franchissent maintenant l'Atlantique. Le centre de gravité de l'humanité se déplace. Ce réseau désormais mondial crée de nouveaux carrefours. Et une fois de plus, les puissances en place vont basculer.
Pendant près de 2000 ans, l'Europe n'a pas joué un rôle majeur. Avec la découverte de Christophe Colomb, l'Occident commence à prendre son essor. Il prend le dessus, parce qu'il est pile au centre de ce nouveau réseau d'échanges démesurés. Les aliments se mettent à circuler. Le maïs des Amériques apparaît en Égypte et en Chine. Les pommes de terre des Andes se révèlent parfaitement adaptées aux sols irlandais et russes. Les céréales du vieux croissant fertile, comme le blé, commencent à nourrir les Amériques. Ces nouveaux aliments apportent davantage de calories et d'énergie. Moins de 3 siècles après la découverte de l'Amérique, la population mondiale double pour atteindre 900 millions d'êtres humains. Mais les inégalités entre les deux hémisphères vont conduire aux pires atrocités. Les conquistadors veulent profiter des richesses qu'offre le Nouveau Monde. Ils débarquent avec des armes à feu, des chevaux et des maladies infectieuses. Le résultat, un massacre. Dans les années qui suivent, 95% de la population indigène d'Amérique latine disparaît, victime des armes et des maladies venues d'Europe. Une chose est sûre, le monde ne sera plus jamais le même. Prenez l'incroyable histoire du sucre. Le glucose est la seule source d'énergie de notre cerveau. Elle nous est donc vitale. Cette denrée vient majoritairement de la canne à sucre. Une fois de plus, une graminée joue un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Cette plante est cultivée depuis 6000 ans en Asie. Lors des croisades, les Européens découvrent le sucre et le rapportent chez eux. Le problème, c'est qu'il est très difficile de faire pousser de la canne à sucre en Europe. Et là-dessus, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Au départ, bien sûr, les conquistadors espagnols sont très intéressés par l'or et l'argent. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est s'enrichir, peu importe le moyen. Une fois que les métaux précieux ont été pillés, ils se mettent à planter de la canne à sucre. Mais ils ne veulent pas travailler au champ. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et justement, de l'autre côté de l'Atlantique, ils peuvent acheter des esclaves. La principale destination des esclaves d'Afrique, ce sont les plantations de canne à sucre. Le sucre a donc modelé l'histoire, du Moyen-Orient aux croisades, jusqu'à la conquête de l'Amérique. Et il a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'esclavage. Au début du XVIIIe siècle, l'homme a fait des progrès immenses, mais au quotidien, il vit aussi simplement que nos plus lointains ancêtres. La majorité était fermier et pratiquait une agriculture de subsistance. Les objets étaient surtout fabriqués dans de petits ateliers. Il faut alors plus d'1 an pour que les marchandises et les informations fassent le tour de la planète, soit plus longtemps qu'il n'en faudrait aujourd'hui pour aller sur Mars. Ce qui entrave le progrès, c'est le mode de travail. En Égypte, 2 millénaires avant notre ère, 90% des travaux étaient effectués par l'homme. L'animal faisait le reste. En 1700, en Europe, 70% du travail reste l'œuvre de l'homme. Or, notre force physique est limitée. Mais un allié caché dans les profondeurs de la Terre va permettre de la démultiplier. Le charbon.
Ce minerai est un combustible qui remplace efficacement le bois. Mais son extraction va permettre une nouvelle avancée technologique inattendue. Pour atteindre les filons de charbon, il faut creuser de plus en plus profond. L'eau envahit les tunnels. Il faut l'évacuer. En Grande-Bretagne, Thomas Newcomen invente en 1712 une pompe alimentée par du charbon et propulsée par la vapeur. C'est le premier moteur à vapeur. La combinaison de l'énergie et du moteur, du carburant et de la machine va permettre à l'homme de dépasser les limites de sa force physique et changer le monde. C'est le début de la révolution industrielle. Associée aux révolutions politiques qui ébranlent l'Amérique puis la France, cette mutation technologique va changer à jamais le cours de notre histoire. Très vite, la zone atlantique devient le nouveau pôle économique, donc culturel, donc politique et donc militaire du monde. À partir de ce moment, celui-ci va dominer la géopolitique mondiale. Les campagnes résonnent maintenant du fracas des trains. Autour de 1870, on invente le moteur à combustion interne. Les Allemands en développent une application très porteuse, la voiture. Et on revient au pétrole. Cette substance que les anciens considéraient comme une nuisance devient une denrée incontournable. Elle ouvre la voie à d'autres innovations. Le télégraphe et le téléphone font circuler les informations à la vitesse de l'éclair. Avec l'électricité, l'humanité dépossède la nuit de son royaume. En 1800, les Européens dominent 35% des terres émergées. Un siècle plus tard, ils en contrôlent 85%. Au XXe siècle, avec les énergies fossiles et le moteur à combustion interne, chaque événement prend une ampleur inédite, y compris la guerre. Avec la technologie, les conflits militaires s'étendent au niveau international. Ils prennent une importance inédite. Au XXe siècle, la guerre va tuer près de 3 fois plus d'hommes qu'il n'y a eu de morts en 2000 ans d'histoire. Les inventions et technologies industrielles nées au XVIIIe siècle atteignent leur point culminant avec ces événements exceptionnels. Et cela, c'est la fossilisation de micro-organismes dans les marécages, il y a des millions et des millions d'années qui l'a permis. La révolution industrielle entraîne aussi l'explosion de la population. Il a fallu 200 000 ans d'histoire de l'aube de l'humanité au début du XXe siècle pour que la population atteigne 1,6 milliard. Et au cours du XXe siècle, ce chiffre va quasiment quadrupler. Le XXe siècle est un moment extraordinaire de notre histoire. On n'a jamais vu de bouleversement de cette ampleur. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. L'homme est devenu un acteur majeur sur Terre. Nous avons appris à exploiter 50 000 fois plus d'énergie que nos ancêtres il y a 10 000 ans. Cette énergie alimente le rythme accéléré de notre quotidien et le réseau global qui quadrille désormais la Terre. Ces liens virtuels sont l'héritage direct des premières routes tracées par nos ancêtres. Les germes du passé ont éclos en un présent riche d'énergie et de créativité. La toile de fond de cette aventure, c'est l'immensité de l'univers, si vaste qu'il reste une énigme. Et au cœur de ce mystère, chacun de nous est à la fois un monument vivant à la gloire du passé et une histoire en devenir.